Mais à partir de quel moment t'as eu le déclic mental où tu t'es dit, ok, c'est bon, maintenant, je peux limite m'arrêter de travailler, j'ai une situation de rentier un peu, les compléments de revenus se sont transformés en revenus passifs qui te permettent de vivre, à toi, ta famille. Est-ce que tu te souviens d'un moment en particulier où tu t'es dit ça? Alors, je suis pas dans une logique de rentier, de rien faire de mes journées. Par contre, comme je te le disais tout à l'heure, en multipliant les investissements, j'ai pris goût à l'immobilier au détriment de l'informatique. Et en fait, j'étais arrivé à un stade où voilà, aller au travail, faire de l'informatique, ça ne me plaisait plus du tout. J'étais devenu aigri. Il y avait une sale ambiance à la maison. Et j'ai eu un déclic le jour où, à 3h du matin, j'étais en réunion téléphonique avec mes collègues. On répondait à un appel d'offres et qu'on devait rendre à 9h le lendemain matin. Et ce jour-là, je me suis dit, mais Sébastien, qu'est-ce que tu fais à 3h du matin en réunion téléphonique avec tes collègues? Qu'on gagne l'appel d'offres ou qu'on perde l'appel d'offres, ça ne change rien à ta vie. Tu ne seras pas mieux payé, tu ne seras pas moins bien payé. Ouais. Et donc, tu vois, tous les matins, dans la salle de bain, je disais à ma compagne, écoute, je veux plus y aller, je veux plus les voir, ça ne m'intéresse pas. Et tu vois, c'est encore elle qui m'a donné un deuxième déclic, et c'est là qu'elle m'a dit, écoute Sébastien, si tu veux plus aller bosser, ben, n'y va plus. Tu n'as plus besoin, puisque tes revenus locatifs ont compensé ton salaire. Alors, ça, c'est la manière courte de le dire. Hein. Entre le moment où elle m'a dit ça et le moment où j'ai décidé de quitter mon emploi, il s'est passé plusieurs semaines, il s'est passé même 6 mois. Mais tu vois, elle m'a donné ce deuxième coup de pied aux fesses. Ouais. Et je peux le dire maintenant parce qu'il y a prescription. Tu vois, j'avais à ce moment-là, j'avais déjà commencé la location courte durée depuis un petit moment. À l'époque, il n'y avait pas de serrure connectée, il n'y avait pas de conciergerie, donc c'est moi qui gérais tout seul. Donc pour te dire un petit peu où est-ce qu'on en était, entre midi et 2, je venais ici faire le ménage dans l'appartement, je repartais au travail et le soir, je revenais accueillir les clients. Les locataires, ouais. Les locataires de location courte durée. Et je me rappelle, hein, souvent quand je pouvais pas faire le ménage entre midi et 2, je le faisais l'après-midi, et au boulot on avait des agendas partagés, donc visibles de tous mes collègues et de mon responsable. Donc dans mon agenda, je me mettais un rendez-vous de 2h à 4h par exemple chez un client, mais en fait j'étais pas chez le client, j'étais en train de faire le ménage dans ma location courte durée. Et dans mon dernier entretien, alors ça a été mon dernier entretien annuel, tu vois, j'étais face à mon N+1, comme je suis face à toi, je le vois poser ses lunettes comme ça, se frotter les yeux. Et là, je sentais que ça allait mal se passer parce que j'étais plus quoi, tu vois. Il me dit, Sébastien, des fois t'es pas là, on sait pas ce que tu fais, etc. Bon, j'ai dit, écoute, on va couper court. J'ai d'autres projets. Moi, ce que je fais là, ça me plaît plus, je veux quitter. Et franchement, ils ont été super compréhensifs. Tu vois, à l'époque, je suis parti avec une rupture conventionnelle. Ils m'ont bien accompagné pour faciliter mon projet de création d'entreprise derrière. Mais voilà comment ça s'est passé, ouais. Ah ouais, donc tu avais atteint un point de non-retour, ouais, clairement, c'était plus possible. C'était plus possible. T'attendais consciemment ou inconsciemment cet entretien-là pour voilà. Terminer. Franchement, ça a été un soulagement. Cet entretien a été un soulagement. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui te motive dans l'investissement en immobilier? Alors moi, initialement, c'était la retraite. Quand j'ai acheté mon premier appartement, je me suis dit, le jour où tu arriveras à la retraite, Sébastien, il sera payé et ça fera un complément de retraite. Mais à l'époque, je n'avais pas compris qu'on pouvait gagner de l'argent avec l'immobilier. Ça, c'est ce que j'ai appris entre 2012 et 2015 en multipliant les investissements pour arriver à compenser mon salaire. Donc, la priorité, ça a été ma retraite. Ensuite, j'ai compris qu'on pouvait gagner de l'argent avec l'immobilier et donc multiplier les investissements immobiliers. Mais ce qui me motive aussi aujourd'hui, tu vois, c'est la transmission de patrimoine. Moi, je suis papa d'un adolescent qui a 14 ans. Et j'ai vraiment envie de lui transmettre quelque chose. Je pars du principe que normalement, quand on est de bonne composition, on a envie de laisser un patrimoine à ses enfants. Et je sais que chaque nouvelle opération que je réalise désormais, c'est des compléments pour ma retraite, mais c'est aussi un patrimoine que je veux lui laisser plus tard. Tu vois, l'objectif que j'ai,
c'est de lui laisser 1 million d'euros de patrimoine à ses 18 ans pour l'aider à démarrer sereinement dans sa vie d'adulte. Oh, ça serait magnifique. Ça serait magnifique et je pense que ça le sera parce que l'objectif il est quasi atteint. Tu vois, j'ai un peu d'avance sur le... Il a quel âge là ? Il a 14 ans, donc ce sera dans 4 ans. Facile. Facile. Surtout que c'est exponentiel, j'imagine. C'est exponentiel. Peut-être les 5 premières années, j'imagine beaucoup de travail, de découverte, de formation. Bien sûr. Et ensuite, au bout de 10 ans, là, ça fait 14 ans, j'imagine que... Bien sûr, exactement. Au début, c'est même pas de la formation, c'est de l'à peu près, parce que comme je te l'ai dit, je m'étais pas formé, tout ça s'est fait un petit peu au hasard. Ensuite, il y a eu de la formation. Ensuite, il y a eu de la professionnalisation. Tu rencontres des partenaires, que ce soit bancaires, artisans, décoratrices d'intérieur. Et après, tout se fait beaucoup plus facilement et surtout beaucoup plus rapidement. Ouais, carrément. Et tu as reçu un héritage, un patrimoine de tes parents, ou tu vas recevoir quelque chose ou pas ? Alors, pour tout te dire, moi, mes grands-parents étaient agriculteurs, je devrais même plutôt dire paysans, toute petite exploitation, toute petite ferme. Par contre, ils avaient des terres agricoles. Donc, au moment du partage, ma mère a pris quelque chose, son frère et sa sœur aussi. Tu vois, pour te donner un exemple, et c'est là que je te dis que je pars du principe que chaque parent doit aider ses enfants à démarrer dans la vie. Tu vois, mes grands-parents, ils n'avaient pas grand-chose. Pour autant, avec le peu qu'ils avaient, une terre agricole, ils ont donné ça à ma mère, qui a pu bâtir la maison sur un terrain familial. Donc moi, si tu veux, je vais récupérer de mes parents la maison principale, quelques terres agricoles issues de mes grands-parents. Et par contre, ce que j'entends, moi, laisser à mon enfant, c'est tout le patrimoine que j'aurais construit, plus tout ce que j'aurais hérité de mes parents, voire grands-parents. Mais tu vois, il y a aussi ça qui m'anime dans l'immobilier, c'est ce patrimoine qui se construit de génération en génération et qui se transmet de génération en génération. Tu vois, moi, je suis heureux de me dire que ma mère a construit sa maison sur une terre de ses parents et que mon fils, lui, héritera quelque part le moment une de tout ça aussi. Ça m'anime. Tu vois, ça me plaît. Et pourquoi ? Tu as une raison en particulier ? Pourquoi ? Parce que c'est le travail de générations successives. Hein. C'est ce qui a été construit au fil des années. Et moi, j'ai un attachement particulier à ces valeurs-là, tu vois, au travail et à la construction de patrimoine. Tu as des exemples de personnes que tu as accompagnées qui sont animées aussi par ce legs patrimonial aussi ? Alors, généralement, les gens qui viennent à moi portent les mêmes valeurs que moi. C'est-à-dire qu'ils veulent se constituer des compléments de revenus pour mettre du beurre dans les épinards, avoir des compléments de revenus, ou pour épargner tout simplement, ou faire des petits extras. Et dans une logique aussi de préparation de la retraite et création de patrimoine. J'ai une anecdote de Michel, une personne qui est venue à moi pour aider son fils Hugo à démarrer dans l'investissement immobilier. Je te dresse le tableau. La maman d'Hugo, un jeune qui doit avoir 25 ans, est décédée. Et le papa d'Hugo, donc Michel, lui, vivait dans la maison qu'avait construit son père, c'est-à-dire le grand-père d'Hugo. Pour des raisons liées à la vie, Michel a dû faire face à des difficultés financières et a dû vendre la maison dans laquelle il vivait, donc la maison qu'avait construit son père. Cette maison a été rachetée par un investisseur, mais Michel est resté dans la maison. Il est resté locataire, ça ? Il est resté locataire de la maison dans laquelle il était préalablement propriétaire. Et en fait, ce qu'on a fait avec l'accompagnement, c'est que le propriétaire de Michel voulait vendre cette maison. Et donc, avec l'accompagnement, Hugo a racheté la maison de son grand-père. Et donc, Hugo a laissé son père vivre dans la maison familiale. Tu vois, je trouve que l'histoire, elle est belle parce que on a un grand-père qui a bâti une maison, qui a mis son fils à l'intérieur. La maison est sortie de l'écosystème familial et par une voie détournée, elle revient
dans ce même écosystème familial. Tu vois, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que faire de l'immobilier, gagner de l'argent, c'est bien, mais j'attache une grande importance, moi, à ces valeurs-là. Et je suis très, très content de voir Michel non seulement rester dans la maison de son père, et surtout Hugo devenir propriétaire de la maison de son grand-père. T'as gardé contact avec Hugo, Michel Ils sont toujours dans l'accompagnement, ouais. D'accord, ouais. Donc c'est plutôt récent, alors. Ça s'est fait sur les 12 derniers mois. Tu te souviens de leur réaction là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Parce que j'imagine qu'il y avait beaucoup d'émotions chez eux. Ouais, très, très content, Michel, de pouvoir rester dans cette maison. Et puis, bon, voilà, Hugo, comme je te l'ai dit, de récupérer une maison qui, de toute manière, lui serait revenu de droit si tout s'était passé correctement. Après, il y a la question de la retraite aussi. Donc, j'imagine que ça intéresse de plus en plus les gens, en particulier, puisque avec on va dire les statistiques actuelles de la retraite en France, on pourrait raisonnablement penser que dans 10 ans, 20 ans, la part de retraite de l'État sera de plus en plus faible. Ouais. Donc, j'imagine que c'est un vrai sujet pour toi, évidemment, et pour les gens que tu accompagnes aussi. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi l'immobilier, c'est une vraie protection face à la dévalorisation de la retraite? La retraite, comme tu as dit, je suis pas sûr qu'on en ait, parce qu'il est compliqué de la financer. Le patrimoine immobilier, il est là. Il est physique, il est palpable. Le mur de ton investissement immobilier, maison, appartement, immeuble, tu peux le toucher. L'histoire nous montre qu'au fil des ans, l'immobilier prend toujours de la valeur. Alors bien sûr, il y a des phases haussières, il y a des phases baissières, mais sur le long terme, l'immobilier prend de la valeur. Donc quand tu investis dans l'immobilier, tu gagnes sur 2 tableaux. Le premier tableau, c'est les loyers que tu touches, ou le cash flow que tu vas générer si jamais tu as un crédit sur ton immobilier, mais surtout, chaque mois qui passe, tu payes une mensualité de crédit, et sur cette mensualité de crédit, tu as un bout d'épargne que tu places dans ton investissement immobilier. Donc, tu gagnes sur 2 fois, à la fois sur le loyer et à la fois sur l'épargne. Donc, investir dans l'immobilier, c'est se constituer un capital financier que tu pourras garder pour ta retraite. Si tu décides de garder ce bien immobilier, il va t'assurer un loyer, donc des revenus réguliers. Et s'ils ne sont pas payés, c'est pas grave, parce que si tu as investi correctement, il y a quand même du cash flow. Donc, ce sont des biens immobiliers qui te ramèneront quelque chose. Et ensuite, si tu as besoin de liquidité, de trésorerie, tu peux toujours vendre, ton bien immobilier. Mais tu vois, je pars du principe que c'est vraiment important de le faire, parce que j'ai pas envie de compter sur l'État, et toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, je les invite à ne pas compter sur l'État. Faites votre retraite, faites votre patrimoine. Si l'État veut bien vous laisser quelque chose, ou si l'État a les moyens de vous laisser quelque chose le moment venu, c'est parfait, mais ce sera la cerise sur le gâteau. Moi, je dis toujours aux gens, faites votre gâteau vous-même, mais n'attendez pas juste après la cerise. On se renseigne un peu tous sur les statistiques, puisque quand le régime de retraite a été créé à l'époque en France après la Seconde Guerre mondiale, il y avait peut-être 3 enfants, peut-être 4 actifs pour un retraité, 3 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on glisse doucement vers un actif pour un retraité. Et c'est ça qui va devenir... Il nous manque de la force pour payer les retraites des anciens. C'est ancien qu'on sera bientôt, toi et moi. Ouais, moi avant toi. On le saura forcément. Ouais. Et puis après, la retraite, ça se prépare pas à 5 ans en avance, quoi. Non. Donc il faut s'y prendre le plus tôt possible. Il faut s'y prendre le plus tôt possible. Et je vais t'expliquer pourquoi l'immobilier, pour moi, est un très bon véhicule. Parce que ça se fait déjà sur le long terme et sans te coûter quoi que ce soit. Puisque ton bien immobilier, c'est pas toi qui le finance, c'est tes locataires. En fait, c'est simple, l'investissement immobilier. T'empruntes l'argent à la banque et ensuite tu te sers de l'argent des locataires pour rembourser la banque. Donc finalement, quand tu parles d'investissement immobilier sans apport, ou quand on parle d'investissement immobilier sans apport, finalement tu te retrouves au bout de 20 ans avec un bien immobilier de 100 000, 200 000 ou 300 000 euros, un capital de 300 000 euros, sans que tu aies mis 1 euro d'apport. Donc ça, c'est la magie de l'immobilier. Après, sur des investissements immobiliers, on pourra en reparler, où tu as besoin de mettre de l'apport, parce que plus l'investissement immobilier va être important, plus la banque voudra avoir de l'apport. Et c'est tout à fait normal. Mais même si tu mets 20 000, 30 000 euros d'apport sur ton investissement immobilier, tu te retrouves un temps plus tard avec 300 000, 500 000, 600 000 euros de patrimoine. Donc, tu as transformé tes 20 000 ou 30 000 euros d'apport en 500 000 euros.
grâce à la machine d'effet levier, mais surtout grâce aux loyers qui ont permis de rembourser le bien immobilier. En fait, un bien immobilier, c'est pas toi qui le finances, ce sont tes locataires. Attention, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, tout l'intérêt de faire de l'immobilier de manière éthique. C'est bien que les locataires remboursent, la contrepartie et le devoir qu'on a nous en tant qu'investisseurs immobiliers, c'est leur proposer des logements de qualité. Ouais, c'est clair. Puis après, c'est que des maths et des tableaux Excel. De toute façon, j'imagine, voilà, tu calcules ta rentabilité, ton cash flow mensuel, C'est que des maths. Alors, moi, j'adore les maths. Toi, tu dois les adorer aussi, parce qu'on a fait à peu près les mêmes études, en tout cas jusqu'à un certain niveau. La règle, elle est simple. Le loyer doit couvrir toutes les charges. Pour les charges, on a quoi? Le crédit immobilier, taxe foncière, charges de copropriété, les assurances. Pour les gens qui veulent faire la location courte durée, l'eau, l'électricité, Internet, les services de ménage ou de conciergerie. Mais la règle est simple. Le loyer doit couvrir toutes les charges. Et c'est pour ça que je m'amuse souvent à dire que en fait, si tu as été en classe de CE1, tu peux faire de l'investissement immobilier. Tu sommes tes charges, tu les soustrais à tes recettes, à ton loyer, et tu sais si l'opération est bonne. Donc, juste avec des additions et des soustractions, tu sais si un investissement immobilier est rentable. C'est clair. Après, je pense que tout le monde ne prend pas le temps de tout poser sur un fichier Excel, aussi simple que ça paraisse. Mais peut-être qu'il y a une friction à créer son tableau Excel, faire une colonne de charge, une colonne de... Je pense que l'immobilier, tu vois, et je pense que dans l'inconscient des gens, ça reste encore quelque chose de compliqué, réservé aux riches, alors que pas du tout. Tu vois, à partir du moment où tu sais faire ton addition et ta soustraction, comme j'ai évoqué tout à l'heure, et que tu fais une étude de marché, mais que tu peux faire en très peu de temps, tu peux réaliser un investissement immobilier rentable. Mais il faut désacraliser tout ça. L'immobilier, en fait, c'est simple. Carrément. Alors, étude de marché, si tu devais donner 3 premiers conseils, 3 premières étapes pour réaliser une étude de marché. Alors, il faut déjà savoir où on va. Ouais. Il faut savoir dans quelle ville on veut investir et quel type de bien on recherche. Il ne faut surtout pas se disperser, parce que je vois beaucoup de personnes qui cherchent un studio à Brest, un immeuble à Strasbourg et un T4 à Limoges. Donc, si tu fonctionnes comme ça, tu vas te perdre et jamais tu trouveras ton investissement immobilier. Donc, la première étape pour réaliser l'étude de marché, c'est de savoir où on investit et quel type de bien on recherche. Et on doit rester focus là-dessus. Une fois que tu as déterminé ton secteur et ton type de bien, il faut analyser la ville. Est-ce qu'elle est propice à l'investissement immobilier? Donc, on va regarder la démographie, les catégories socio-professionnelles. Est-ce qu'il y a un bassin d'emploi? Est-ce qu'il y a un bassin universitaire? Quelle est la tension locative? Et c'est en analysant ces quelques indicateurs qu'on sait si la ville est correcte pour l'investissement immobilier. Après, ce qu'il est intéressant de faire, c'est de déterminer le loyer maximum que tu vas pouvoir déterminer ton investissement immobilier. Toujours dans cette logique, rappelons-le aux gens qui nous regardent, le loyer doit couvrir toutes les charges. Je prends une ville comme Toulouse, par exemple, que toi et moi on connaît bien. Formidable ville, bassin d'emploi, tension locative énorme, bassin universitaire, mais prix de l'immobilier très, très élevé. Donc, pour avoir un investissement immobilier rentable, avec un loyer qui couvre toutes les charges, ça va être très, très compliqué, parce que le prix de l'immobilier, il est tellement élevé que tu vas te retrouver avec des difficultés à avoir un loyer qui couvre toutes les charges, sauf à mettre énormément d'apports sur ton bien immobilier. Alors, ça peut avoir du sens dans une logique patrimoniale, mais dans une logique de rentabilité, ça va être un petit peu plus difficile. Je ne parle même pas du fait que dans certaines villes, en particulier en zone tendue, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nice, tu vas avoir des villes qui vont appliquer un plafonnement de loyer. Je ne crois pas que ce soit le cas encore à Toulouse ou à Bordeaux, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des villes... Ouais, la tendance est comme ça, en tout cas. Où on va avoir un plafonnement des loyers. Mais moi, en tant qu'entrepreneur et investisseur immobilier, je n'ai pas envie qu'on me plafonne sur les loyers que je veux appliquer. Il ne viendrait pas à l'idée à un boulanger de mettre plafonner sa baguette de pain. Plafonner le prix de sa baguette de pain. Si le boulanger veut mettre sa baguette de pain à 10 €, il peut.
c'est quoi la conséquence? C'est qu'il ne vendra pas de baguette de pain. Mmh. Et elle est là, la réalité. On va dire, j'ai la capacité d'emprunter 300 000 euros, je voudrais faire de la rentabilité, longue durée tout de même, j'ai pas envie de m'embêter avec une conciergerie et des locataires pour 2 nuits. Donc j'ai compris que Toulouse c'était pas forcément la meilleure idée. Où est-ce que j'investis? Dans le sud-ouest déjà, est-ce que tu as des exemples concrets? Quand tu as 300 000 euros à dépenser, moi je préfère diviser le risque et acheter plusieurs biens immobiliers, par exemple 3 biens immobiliers à 100 000 euros ou 6 biens immobiliers à 50 000 euros, de façon à ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Parce que si j'achète un bien immobilier à 300 000 euros, qu'est-ce qui se passe si j'ai de la vacance locative sur ce bien immobilier ou que j'ai un défaut de paiement sur le loyer? Je n'ai rien à mettre en face de ma mensualité de crédit. Alors que si j'ai investi ces 300 000 euros sur 3 ou 6 biens immobiliers, honnêtement, la probabilité pour que j'ai 3 ou 6 logements vacants ou 3 ou 6 problèmes sur tous ces appartements, elle est quasiment nulle. Donc, multiplier l'investissement immobilier, c'est diviser le risque. Ah, carrément. Et ça se trouve, quoi. Parce que peut-être que les gens peuvent se dire, ouais, un bien immobilier à 50 000, ça court pas les rues. Mais au final, enfin moi en perso, j'en ai trouvé aussi. Donc je confirme, ça se trouve, mais j'imagine que toi, t'en vois quasiment tous les jours dans tes recherches. Exercice, rechercher sur le bon coin des biens immobiliers, alors non plus en dessous de 100 000 euros, mais en dessous de 50 000 euros. En fait, il faut investir dans des villes où le prix de l'immobilier est raisonnable. Et ce qu'on doit faire, nous, en tant qu'investisseurs immobiliers, c'est trouver le juste équilibre entre le bien rentable et le bien patrimonial. Un bien immobilier en plein centre-ville de Toulouse, c'est formidable d'un point de vue patrimonial. Par contre, d'un point de vue rentabilité, ça va être assez mauvais. À l'inverse, un appartement dans un village de 50 habitants, niveau rentabilité, ça va être exceptionnel. Par contre, niveau patrimonial, ça va être nul. Sans parler du fait que le jour où tu as de la vacance locative dans ton appartement du village de 50 habitants, bonne chance pour retrouver facilement un locataire. Donc, il faut trouver ce juste équilibre. Moi, je pars du principe aujourd'hui que pour avoir un investissement rentable, rappelons-le, un loyer qui couvre toutes tes charges, l'idéal, c'est de trouver des villes où le prix du mètre carré va être aux alentours de 2 000 euros. Si c'est 2 200 euros, ça va. Si c'est 1 500 euros ou 1 000 euros, c'est encore mieux. Je parle de ça avec les taux actuels. Tu vois, au moment où on tourne cette vidéo, on est à 3,5% sur 20 ans. Donc, c'est à peu près cette fourchette-là de prix au mètre carré. 2 000 euros le mètre carré. Je te tiendrai notre discours si les taux de crédit actuels étaient aux alentours de 1%, comme c'était le cas il y a quelques années. Donc, essayer de trouver juste le milieu. Donc, trouver des villes où le prix du mètre carré est de 2 000 euros ou en dessous. Et ça, des villes comme ça, t'en as partout en France. T'en as partout en France. Moi, ce que je m'amuse à faire régulièrement, c'est de chercher les biens immobiliers en dessous de 100 000 euros. Sur quel site? Le Bon Coin. Site super classique que tout le monde connaît. Et quand je dis qu'il existe des biens immobiliers en dessous de 100 000 euros, il y a énormément de personnes qui me disent ça n'existe pas. Je lance un défi à toutes les personnes qui me regardent. Faites une recherche sur le Bon Coin de biens immobiliers en dessous de 100 000 euros. Il y en a des dizaines de milliers en France. Attention, je ne suis pas en train de te dire que chacun de ces biens immobiliers est rentable et sera une bonne affaire. Mais sur des dizaines de biens immobiliers, s'il n'y en a pas quelques centaines ou quelques milliers qui sont intéressants, c'est qu'on n'a pas pris le temps de les regarder. C'est clair. Tu parlais de l'exemple de ta femme aussi qui investit dans une petite ville. Ouais. Si tu devais parler un peu des chiffres, comment ça s'est fait? Est-ce qu'elle a eu l'idée directement d'aller dans cette ville-là? Au niveau de la renta, comment elle s'en sort? Alors, elle s'en sort très bien. Ouais. Alors, nous, on a commencé à investir à Toulouse, parce qu'on habitait Toulouse, et après, quand les prix de l'immobilier sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, on est à 5-6 000 euros le mètre carré en hypercentre, on a compris que c'est plus là qu'il fallait faire nos achats. On s'est intéressé à des villes de taille moyenne, 80 000, 40 000 habitants, et maintenant, notre terrain de jeu, il est dans des villes encore plus petites. 8 000 habitants, 5 000 habitants, 3 000 habitants. Alors attention, ces villes, elles ne sont pas prises au hasard. J'ai une stratégie ou une théorie que j'ai appelée la stratégie des boules. C'est-à-dire que tu prends une ville de 80 000 habitants, par exemple, et tu te mets juste de l'autre côté du périphérique, dans une ville de 5 000, 8 000 habitants. La tension locative va être exactement la même, parce que
cette tension locative, elle est liée à la grosse ville de 80 000 habitants. Donc, dès que tu passes de l'autre côté du périphérique, les loyers ne vont quasiment pas bouger. Par contre, le prix au mètre carré, lui, va diminuer. Donc, tu vas bénéficier de l'attractivité de la grosse ville tout en payant ton prix au mètre carré beaucoup moins cher. Ça, c'est le premier critère. Et ensuite, justement, comme ces villes ne sont pas prises au hasard pour nos investissements immobiliers, on peut y faire de la location courte durée. Donc, tu vois, par exemple, ma compagne, dans une ville de 3000 habitants, elle fait de la location courte durée. Alors que de prime abord, on pourrait dire, non, mais dans une ville de 3000 habitants, le Airbnb, ça ne marchera pas. Bah si, ça marche. Mais j'insiste, cette ville-là n'a pas été prise au hasard. Elle est en périphérie d'une ville où il y a du bassin d'emploi et qui a une grosse attraction. Carrément. Donc, ouais, ça, c'est un critère. Donc, la théorie des boules, ce que tu disais, une grosse ville et une petite ville proche. Ouais. Est-ce que tu as un autre critère pour sélectionner le choix de l'emplacement de la ville? Pour des raisons de bruit, je vais éviter les voies ferrées, les autoroutes. Je vais éviter aussi les zones sensibles. J'ai pas envie, moi, quand je vais visiter mon bien immobilier, suivre les travaux, faire des entrées-sorties, d'avoir peur de me promener dans la copropriété. Et de la même manière, j'ai pas envie que mes locataires aient peur de rentrer chez eux parce que ça va susciter énormément de turnover. Après, en dehors de ces coins, soit bruyants, soit zones sensibles, moi, je dirais plutôt que il n'y a pas de mauvais endroits et j'éviterai les centres-villes et les hypercentres. Parce que en hypercentre, alors ça c'est le truc qui va rassurer et je peux comprendre, c'est là où j'ai réalisé mon premier investissement immobilier, mais par contre tu vas payer beaucoup plus cher le prix du mètre carré. Et encore une fois, tu loueras pas forcément beaucoup moins cher que en zone un peu plus lointaine du centre-ville. Donc tu vas acheter moins cher, tu vas louer tout aussi cher. Donc autant ne pas aller au centre-ville. Il faut aborder le sujet aussi de la liberté financière. On entend souvent ce mot qui est employé à toutes les sauces, des influenceurs jusqu'aux agents immobiliers. Est-ce que tu as des clients, toi, clairement, qui ont réussi à atteindre la liberté financière dans le sens où ils sont devenus rentiers et c'était aussi leur objectif? Alors, je suis pas très à l'aise avec ce terme de liberté financière parce que je trouve qu'il a été galvaudé, utilisé, surutilisé, poncé. Et quand on parle de liberté financière, tout de suite, on a l'image des palmiers, du sable blanc et de la Ferrari. Je suis pas du tout dans cette dynamique-là. Tu vois, moi, j'ai quitté mon emploi en ayant compensé mes revenus avec l'immobilier. Pour autant, je suis pas en train de me dorer la pilule au soleil tous les jours. Tu vois, j'ai créé une entreprise et j'aide les gens à investir dans l'immobilier. Et toutes les personnes que j'ai pu accompagner qui ont utilisé l'immobilier pour compenser leur salaire ont créé une activité à côté. Donc, cette liberté financière, elles se la sont créées, mais derrière, elles ont lancé une autre activité. Attention, en tout cas, moi, je fais bien le distinguo entre la liberté financière, j'ai les doigts de pied en éventail, mais je fais rien de mes journées, où j'ai créé ma propre source de revenus et je vis de mon activité. Et vivre de son activité, c'est mon boulanger. Pour moi, mon boulanger, il est indépendant financièrement. Il a créé sa boîte, il vend son pain, il vend ses viennoiseries, il vend ses sandwichs. Il est indépendant financièrement. Il ne dépend de personne pour gagner sa vie. Tu vois. Moi, c'est ce que je vois en tout cas, c'est comme ça que je conçois la liberté financière. Ah, je vois. Et après d'un autre côté, tu vois, un boulanger, un entrepreneur peut vite s'enfermer et se créer une prison dans le sens où il bosse beaucoup plus qu'un salarié, peut-être. Donc, moi, perso, pour moi, la liberté financière, c'est peut-être arrêter de travailler que 15 à 20 heures par semaine, beaucoup moins que quand t'en étais salarié, tout en ayant une meilleure sécurité, des revenus récurrents. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais parce que par exemple, j'imagine que dans certains clients que tu accompagnes, t'en as qui veulent permettre à leur femme d'arrêter de travailler, à leur mari d'arrêter de travailler. Tu vois, ça peut être une motivation aussi chez des gens que tu accompagnes. Alors, je peux citer deux exemples. Ouais. Je vais te citer le cas de Thomas et Audrey. Thomas, c'est mon tout premier client.
En fait, sa femme travaillait chez Lidl. Et bon, elle s'y plaisait pas. Et il voulait absolument sortir sa femme de chez Lidl. Et en fait, Thomas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé la même stratégie que moi. Il a fait 3 achats immobiliers, ses 3 premiers achats immobiliers. Il les a exploités en location courte durée. Et ces 3 achats immobiliers ont compensé le salaire d'Audrey. Et Audrey a pu sortir de chez Lidl. Et maintenant, Thomas et Audrey se sont lancés dans une autre activité. Et ils bossent ensemble, tu vois. Ouais. Et je peux te citer un deuxième exemple, c'est celui de Marilène, qui est l'une de mes clientes. Elle habitait en région parisienne et elle a utilisé l'immobilier comme tremplin. Alors, elle, pour se constituer une épargne confortable, pour quitter la région parisienne et s'installer en Bretagne. Et ensuite, elle s'est aussi lancée à son compte. Elle a fait ça en combien de temps, Marilène? Marilène, elle a dû faire ça en 3 ou 4 ans. C'était quoi son profil? Elle avait une épargne de départ? Non, elle avait pas une grosse épargne de départ. Alors, si tu veux, le tuyau, Marilène, c'est magique ce qu'elle a fait. En fait, Marilène, je l'ai accompagnée sur ses 2 premiers projets immobiliers. Donc, région parisienne, Choisy-le-Roi exactement. Je me rappelle très bien. Sur l'un des 2 achats immobiliers, elle réussit à investir sans apport et la banque lui accorde un différé total de 2 ans. Donc, c'est-à-dire que pendant 2 ans, Marilène, elle ne rembourse pas de crédit immobilier. Bien sûr, elle paie ses charges, taxes foncières, etc., mais elle ne rembourse pas de crédit immobilier. Donc, elle a 2 ans de différé total. Qu'est-ce qu'elle fait, Marilène? Il y a à peu près 6 mois de travaux. Et ensuite, pendant 1 an et demi, elle a exploité son bien immobilier en location courte durée. Sauf qu'elle n'avait pas de mensualité de crédit à payer, puisqu'elle était en différé total. Donc, Marilène, pendant 18 mois, elle a encaissé 1 000 € de cash flow tous les mois. Fois 18 mois, elle s'est constituée une épargne de 18 000 €. Au moment où le crédit immobilier allait démarrer, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a revendu son bien immobilier. Ah oui. Elle a réalisé 30 000 € de plus-value. Donc, elle est repartie avec un pactole de 30 000 plus 18 000, 48 000 €. C'est plutôt sympa. Mais Marilène, elle n'a pas été imposée sur la plus-value. C'est pourquoi? Parce qu'en France, il y a une loi qui dit que si tu n'as pas été propriétaire de ta résidence principale durant les 4 dernières années, alors tu n'es pas imposé sur la plus-value d'un investissement immobilier si tu réinjectes le montant total de cette plus-value dans l'achat de ta résidence principale. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Marilène? Elle a pris ses 48 000 €, elle les a gardés, elle les a réinjectés dans l'achat de sa résidence principale en Bretagne. Donc, tu te rends compte? Elle a fait un investissement immobilier sans apport qui lui a permis de gagner 48 000 €, de quitter la région parisienne et de s'installer en Bretagne. Magnifique. Formidable. Grâce à toi. Grâce à moi, et grâce à moi, entre autres, et grâce à son travail aussi, malgré tout. Ouais. Non, mais c'est clair. Bien joué pour la présentation. Mais bien joué pour la présentation du cas, parce que c'est pas évident. Avec tous ces chiffres et tout, celui-là, ça fait... Comme quoi, tu vois, à partir de rien, tu peux te constituer une épargne de 48 000 € et changer de vie.